Je regardais le journal télévisé dans mon propre salon quand ma belle-fille m'arracha la télécommande des mains. Va dans ta chambre, le vieux, lâcha-t-elle sèchement. C'est mon espace maintenant. Mon fils se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux rivés sur son téléphone, silencieux comme une pierre. J'attendais un mot, une seule défense. Rien ne vint. Je le regardai une dernière fois, saisis mes clés et sortis. Le lendemain matin, un homme en costume sonna à la porte. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. C'était un vendredi soir comme les autres. Ou du moins, je le croyais. Je regardais le journal télévisé dans mon salon quand ma belle-fille m'arracha la télécommande des mains. L'écran devint noir. Il était 18h30. Dehors, la chaleur étouffante de l'été marseillais commençait enfin à retomber, et la climatisation ronronnait doucement. J'étais assis dans mon fauteuil en cuir marron, celui que Marianne et moi avions acheté il y a 40 ans. Le café sur la table basse était encore chaud. Pendant 40 ans, ça avait été mon moment. 18h30, le journal de France 2. Marianne avait l'habitude de s'installer sur le canapé avec son thé, et nous regardions ensemble. Même après son décès il y a 4 ans, j'avais conservé ce rituel. Certains soirs, je jurais sentir encore son parfum à la lavande. Mais ce vendredi-là, tout bascula. Camille débarqua avec une ring light dans une main et son téléphone dans l'autre. L'éclairage est complètement raté avec cette télé allumée, lança-t-elle. Elle ne demanda rien, n'attendit rien. Elle se pencha simplement et m'arracha la télécommande. Le silence qui suivit fut tranchant. Va dans ta chambre, le vieux, dit-elle déjà en train d'installer sa ring light sur la table basse. C'est mon espace maintenant. J'ai 10 000 abonnés qui attendent mon live de fitness. Mon espace, dans ma maison. La maison que j'avais payée, dans laquelle j'avais élevé mon fils, et où j'avais vu ma femme rendre son dernier souffle. Je me tournai vers la cuisine. Thomas se tenait là, en vêtements de chantier poussiéreux, frais sorti d'une longue journée. Il avait tout entendu. Nos regards se croisèrent. J'attendis. Un mot, un seul. Quelque chose comme « Ce n'est pas acceptable ». Thomas regarda son téléphone. « Pas maintenant, papa » marmonna-t-il avant de se diriger vers le garage. « Pas maintenant ». Quelque chose se durcit en moi. Cela faisait des mois que je trouvais des excuses. Thomas était fatigué. Camille était stressée. Ils avaient besoin de temps. Je m'étais dit d'être patient, de préserver la paix. Mais la paix n'est pas la paix quand elle coûte ta dignité. Je me levai. Mes genoux craquèrent bruyamment dans le silence de la pièce. 66 ans s'annoncèrent d'un coup. Camille ajustait sa ring light, l'orientant vers mon fauteuil. Elle ne me regardait pas. J'étais déjà invisible. Je marchai jusqu'à ma chambre et ouvris le tiroir du bas de ma commode. Sous mes clés se trouvait un dossier bleu que j'avais conservé depuis le jour de la signature chez le notaire. Je l'ouvris. Acte de propriété. Moreau, Pierre-Jean, propriétaire unique. Le papier semblait solide entre mes mains. Dans la marine nationale, j'avais appris que le papier a du poids. Les mots s'évaporent. Le papier, non. Je glissai le dossier sous mon bras, saisis mes clés et retraversai le salon. Le téléphone de Camille enregistrait déjà. « Salut les amis, désolé pour le retard. Juste une petite interruption » gazouilla-t-elle. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée et m'arrêtai. Je regardais le canapé où Marianne avait l'habitude de s'asseoir, les photos de Thomas enfant et la ring light qui brûlait là où mon café avait été posé. Puis, je sortis et refermai la porte. Pas de claquement, juste un clic discret. Je roulais lentement. Dans le rétroviseur, je vis Camille sourire à sa caméra, debout exactement là où je m'étais trouvé. Pendant 4 ans, je m'étais fait plus petit. L'aide s'était transformée en utilité. L'utilité en invisibilité. Mais ce soir-là, je sus enfin où je devais aller. 2 heures plus tard, je me garai sur un parking que je n'avais pas visité depuis 2 ans. La maison des anciens combattants sentait le café et le cuir vieilli. Le genre d'endroit qui donnait l'impression de rentrer chez soi après une longue mission. Elle se trouvait dans l'est de Marseille, un bâtiment en briques avec un drapeau tricolore éclairé par un projecteur unique. J'y étais venu 2 fois auparavant. Une fois pour un pot de départ à la retraite,
une fois pour les obsèques de mon ami Dufour. Il était décédé le même mois que Marianne. Je me souvenais m'être tenu sur ce parking à l'époque, me demandant si j'y reviendrais un jour. Ce soir, je n'avais nulle part ailleurs où aller. La porte d'entrée était déverrouillée. À l'intérieur, le hall était petit, mais bien tenu. Un canapé en cuir usé faisait face à une télévision diffusant le journal du soir en sourdine. Une cafetière gargouillait sur une table d'appoint, la carafe à moitié pleine. Derrière le bureau se tenait Laurent Mercier. « Pierre Moreau », dit-il en se levant, surpris. Il avait 62 ans, ancien de la marine comme moi, avec des cheveux gris et une poignée de main qui signifiait encore quelque chose. « Je ne t'ai pas vu depuis les obsèques de Dufour. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Je posai mes clés sur le comptoir. « J'ai besoin d'une chambre, Laurent. Juste quelques jours. » Il étudia mon visage et ne posa pas de questions. Les anciens combattants savent quand parler et quand ouvrir une porte. « La chambre 3 est libre. Tu as besoin d'autre chose ?»« Oui, » dis-je en posant le dossier bleu devant moi. « J'ai besoin de conseils. Problème familial. » Il servit 2 cafés et s'assit avec moi. Je lui racontai l'essentiel. Mon fils et ma belle-fille vivant chez moi depuis 4 ans. Le manque de respect grandissant. La confrontation de ce soir et mon fils resté silencieux pendant que sa femme me disait d'aller dans ma chambre. Quand j'eus terminé, Laurent se pencha en arrière. « Tu as besoin du service juridique des armées ? Droit de la famille ? Questions immobilières ? Aide juridique gratuite ? Tu l'as mérité. Tu penses que c'est si grave ? Elle t'a dit de quitter ton propre salon. Ton fils ne l'a pas arrêté. Oui, appelle-les maintenant. » Je me rendis dans le bureau et composai le numéro. La marine enseigne le calme sous pression. La ligne sonna 2 fois. Service juridique des armées, commandant Rousseau. J'expliquai tout. Où je vivais, depuis combien de temps ils étaient en maître là. Pas de bail, le manque de respect. Le sentiment d'être un invité dans ma propre maison. « Monsieur Moreau, » dit-elle, « vérifiez vos registres fonciers en ligne. Parfois, des membres de la famille s'ajoutent au titre de propriété sans autorisation. » Mon estomac se serra. Laurent avait déjà ouvert son ordinateur portable. Nous accédâmes au site du cadastre et entrâmes mon adresse. Propriétaire, Moreau Pierre-Jean et Dubois Camille Marie. La pièce bascula. Je n'avais jamais rien signé. « Regarde la date, » dit Laurent. « Il y a 6 mois. » Je fouillais dans mes emails. Le voilà. Thomas me demandant de signer un formulaire de mise à jour pour EDF. Je l'avais signé sans regarder. « Elle a utilisé ça, » dis-je. La voix du commandant Rousseau devint froide. « C'est de la fraude. La falsification d'actes notariés est un délit. Je préparerai les papiers d'expulsion d'ici demain matin. Mais d'abord, je dois creuser plus profond. Parfois, il y a des couches. » « Des couches ? Quel genre ? Demandai-je. « Le genre qui signifie qu'elle a déjà fait ça avant. Reposez-vous. » L'appel se termina. Je fixai l'écran. Mon nom à côté d'un autre qui n'avait rien à y faire. Pendant 6 mois, elle avait été copropriétaire de ma maison, et je n'en avais rien su. Laurent me tendit la clé de la chambre 3. La pièce était petite mais tranquille. Pas de caméra, pas de ring light. Allongé là, fixant le plafond, une pensée résonnait. Quoi d'autre ignorais-je ? Je dormis à peine cette nuit-là. Le commandant Rousseau avait parlé de « couche », et au matin du samedi, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'elle avait découvert quelque chose de grave. À l'aube, je m'assis dans la petite bibliothèque de la maison, parcourant les réseaux sociaux de Camille sur l'ordinateur portable de Laurent. C'est là que je le vis. Une photo datée de 2016, géolocalisée à Lyon. Le bras d'un homme enroulé autour de sa taille. La légende disait « Le pour toujours commence aujourd'hui ». Mais Camille n'avait épousé mon fils qu'en 2018. Je pris une capture d'écran et l'envoyai au numéro que le commandant Rousseau m'avait donné. « J'ai trouvé quelque chose. On peut parler ?» Mon téléphone sonna en moins de 2 minutes. « Envoyez-moi le lien, » dit-elle. Je vérifie les registres de mariage maintenant. À 9 heures pile, l'appel vidéo arriva. Le commandant Rousseau apparut à l'écran. Uniforme impeccable de la marine, regard perçant derrière des lunettes à monture métallique. Pas de bavardage. « Montrez-moi la photo. »
Je tournai l'ordinateur portable. Elle l'étudia. Lyon, 2 ans avant le mariage de votre fils. Ses doigts bougèrent rapidement. J'envoie des documents. Imprimez tout. Nous allons comparer les signatures. Quelques minutes plus tard, 3 papiers étaient prêts posés sur la table. L'acte de donation ajoutant Camille à ma propriété. Ma vraie signature issue d'un renouvellement de permis de conduire. Et un certificat de mariage de Lyon. Regardez attentivement, dit-elle. Votre vraie signature, le P de Pierre, a une boucle qui vient de l'habitude. 30 ans à signer des contrats, dis-je. Maintenant, l'acte. Elle zooma. P différent. Pas de boucle. Quelqu'un a copié votre nom, mais pas votre mémoire musculaire. Elle se pencha en arrière. C'est un faux caractérisé. Les preuves étaient là, indéniables. Que se passe-t-il maintenant ? Demandai-je. On attend. Je vérifie encore son passé. 30 minutes. Laurent apporta du café. Je le goûtai à peine. 28 minutes plus tard, mon téléphone sonna. « Monsieur Moreau, asseyez-vous. » Je suis assis. Camille Marie Dubois n'a jamais divorcé de son premier mari. Julien Arnaud, marié à Lyon le 12 juin 2015. J'ai cherché dans tous les tribunaux. Aucun divorce. Aucun. Mon estomac se serra. Ça signifie que son mariage avec votre fils est juridiquement nul. Elle a commis une bigamie. C'est un délit en France. Elle n'est pas votre belle-fille. Elle n'a aucun droit sur la propriété. L'acte est invalide et criminel. Je pensais à Thomas. 3 ans de mariage bâti sur un mensonge. Il ne sait pas. Probablement pas. Il y a plus. Julien Arnaud a déposé une déclaration de disparition il y a 2 ans. Elle a disparu après avoir vidé leur compte joint, 28 000 €. Il la cherche depuis. Elle a déjà fait ça. Oui, votre fils est peut-être sa deuxième victime. Le commandant Rousseau marqua une pause. Julien est toujours son mari légal. Si je le contacte, l'affaire prend de l'ampleur. La police, possiblement plusieurs régions. Votre fils apprendra tout. Je regardais par la fenêtre. Quelque part dans ma maison, Camille dormait probablement, ignorant que la vérité se refermait sur elle. Il mérite de savoir, dis-je. Appelez Julien Arnaud. Elle hocha la tête. Une dernière chose, votre fils pourrait se mettre en colère contre vous. Les victimes blâment souvent celui qui révèle le mensonge. Je me souvins du silence de Thomas dans cette porte. Je préfère avoir un fils en colère qui connaît la vérité qu'un fils silencieux qui se fait utiliser. Compris ? Je procède. L'appel se termina. J'étais assis là, entouré de preuves de fraude, de faux et de bigamie. La femme dans ma maison depuis 4 ans n'était pas celle qu'elle prétendait être. Le mariage était du théâtre, un spectacle de mensonges. Laurent apparut. « Tu as l'air secoué. »« Pire, dis-je. Je vois enfin la vérité. » Je passai la nuit du samedi à fixer le plafond, la question du commandant Rousseau résonnant dans ma tête. Êtes-vous prêt pour que ça devienne plus grand ? Le lundi matin arriva, froid et clair. À 9h58, j'étais dans le camion de Laurent en face de ma maison. Par le pare-brise, je voyais la fenêtre du salon. La ring light était installée. Laurent était silencieux. Des années de déploiement lui avaient appris quand les mots n'étaient pas nécessaires. À exactement 10 heures, Marc Durand tourna au coin. 58 ans, ancien gendarme, chemise repassée, dossier sous le bras. Sa démarche ferme et déterminée. Il gravit mes marches et frappa. 3 coups fermes, professionnels. La porte s'ouvrit. Camille en tenue de sport. Téléphone à la main, ring light brillant derrière. Elle était en direct. « Attendez les amis, quelqu'un est à la porte. »« Camille Dubois ?» demanda Marc. Elle pointa le téléphone vers lui. « C'est Camille Moreau. Pas selon les registres de Lyon. » Marc ouvrit le dossier. « J'ai des documents pour Camille Marie Dubois. Vous êtes notifié. Commandement de quitter les lieux. 30 jours pour évacuer. » Sa main se figea, devant la caméra. Des milliers regardaient. « Quoi ? C'est ma maison. Pierre Moreau est le seul propriétaire légal. Votre nom a été ajouté frauduleusement. Les preuves sont en page 5. » Camille attrapa l'enveloppe. Ses yeux parcoururent,
Puis elle passa à la page 3. Quand elle vit le nom de Julien Arnaud, son corps se raidit. Elle regarda Marc, puis son téléphone. Panique, calcul et rage défilèrent sur son visage. Puis elle oublia que la caméra tournait. Merde, comment a-t-il... Elle tenta de couper le direct, les mains tremblantes, le téléphone glissant presque. L'écran s'éteignit finalement. Trop tard. Des milliers de personnes l'avaient vu recevoir une expulsion, avaient entendu le mot « frauduleux », l'avaient entendu admettre qu'elle se cachait. Marc continua calmement. « Vous êtes informé que la bigamie est un délit en France. Vous avez le droit de consulter un avocat. » Il se retourna et repartit aussi calmement qu'il était venu. Camille resta figée dans l'embrasure, serrant l'enveloppe. Puis elle claqua la porte si fort que je l'entendis de l'autre côté de la rue, par la fenêtre. Je la regardais faire les 100 pas, téléphone à l'oreille, main volante. Elle appelait un avocat, appelait Thomas. Mon téléphone vibra. « Papa, Camille vient d'appeler en hurlant à propos d'avocat, de bigamie et d'un type nommé Julien. Qu'est-ce qui se passe? Je pars maintenant. À la maison dans 40 minutes. » Je montrai le message à Laurent. Il hocha la tête. « Ton fils vient. » « Peut-être pour comprendre, dis-je, ou peut-être pour crier. Dans tous les cas, dit Laurent en démarrant le camion, il vient. C'est déjà plus que vendredi. Il avait raison. Vendredi, Thomas avait choisi le silence. Aujourd'hui, il choisissait de venir. Je jetai un dernier regard à la maison. Ma maison. Les fausses signatures, le faux mariage, les mensonges, désormais documentés, indéniables. Laurent s'éloigna. « Où va-t-on » ? « Retour à la maison, dis-je. On a 40 minutes. » « 40 minutes, pourquoi ? » ?»« Pour que Thomas voie la vérité, » répondis-je doucement. « Qu'il le veuille ou non. » 43 minutes plus tard, j'entendis la porte d'entrée de la maison s'ouvrir. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Puis Thomas apparut dans l'embrasure. Il entra dans la bibliothèque à 10h47. Sa chemise de chantier était froissée, sa cravate arrachée. Il avait clairement quitté le travail en urgence. Mais c'était son regard qui me stoppa. La confusion était là, comme je m'y attendais. En dessous, cependant, il y avait autre chose. La peur. Il commença à parler avant même d'entrer complètement. « Papa, Camille dit que tu as engagé quelqu'un pour la harceler, que tu as falsifié des documents pour nous expulser. Elle pleure, elle dit « Assieds-toi, mon fils », dis-je calmement. « S'il te plaît ». Il se figea au milieu de sa phrase. Quelque chose dans ma voix, calme, fatigué, final, le fit tirer la chaise en face de moi et s'asseoir. Je fis glisser le dossier bleu sur la table. Avant que tu dises quoi que ce soit d'autre, lis la page 1. Thomas saisit le document. Je regardais ses yeux bouger ligne par ligne. Certificat de mariage. Dubois, Camille Marie et Arnaud Julien, Lyon, France. 12 juin 2015. Son visage perdit toute couleur. Ça ne peut pas être vrai. Elle m'a montré des papiers de divorce, tampons officiels, signature de juge. Faux, dis-je doucement. Le commandant Rousseau l'a vérifié. Aucun jugement de divorce n'existe dans aucun tribunal français. Pas un seul. Elle était mariée quand elle t'a dit ses vœux. Mais on a un album de mariage, dit Thomas, les mains tremblantes en posant le papier. Sa famille était là, sa sœur était témoin. Était-ce vraiment sa famille ? Demandai-je. Quand as-tu vu sa sœur pour la dernière fois ? Quand a-t-elle répondu à tes appels pour la dernière fois ? Thomas ouvrit la bouche, puis la referma. La défensive s'effaça, remplacée par le doute. Je tournai mon ordinateur portable vers lui. Le commandant Rousseau apparut à l'écran, uniforme impeccable, expression ferme. « Monsieur Moreau, dit-elle, je suis le commandant Brun-Rousseau, service juridique des armées. J'ai passé les derniers jours à vérifier ces registres dans plusieurs régions. » Elle se pencha en avant. « Badi, parce que cette affaire implique fraude d'identité, falsification de documents immobiliers et délits couvrant Lyon et Marseille, le SJA a coordonné directement avec les forces de l'ordre civil. C'est pourquoi les choses ont évolué rapidement. » Thomas fixa l'écran. « Votre cérémonie avec mademoiselle Dubois n'a aucune valeur juridique, » continua Rousseau doucement. « Elle était déjà mariée, c'est de la bigamie, c'est un délit. » « 3 ans, murmura Thomas. « Nous avons construit une vie.
Compte, joint, photo, tout bâti sur la fraude, dit Rousseau avec douceur. Je suis désolé. Vous n'avez jamais été légalement marié. Je fis glisser un autre document. Ceci est une déclaration sous serment de Julien Arnaud, son mari légal. Thomas lut, les mains tremblantes. Elle lui a volé 28 000 €, lut-il à voix haute. Il a déposé une déclaration de disparition. Il la cherche depuis 2 ans. Il leva les yeux vers moi, les yeux vitreux. Papa, elle lui a volé de l'argent. Oui. Et maintenant, elle était avec moi. Sa mâchoire se serra. Le mois dernier, elle m'a demandé d'ajouter son nom sur l'acte de ta maison. Elle disait que c'était pour l'assurance. J'ai imprimé le formulaire. Quand j'ai posé des questions, elle a insisté. Je ne l'ai pas fait parce que quelque chose me paraissait faux. Sa voix se brisa. Elle allait voler ta maison aussi. Elle a essayé, dis-je. Elle a falsifié ma signature il y a 6 mois. C'est pourquoi elle est expulsée. Pas toi. Elle. Thomas enfouit son visage dans ses mains, épaules tremblantes. Quand elle t'a dit d'aller dans ta chambre, je n'ai rien dit. Les larmes coulèrent. Quel genre d'homme ça fait de moi? Je saisis son épaule. Un homme manipulé. Un homme qui essayait de garder la paix. Un homme qui a fait une erreur, mais qui s'est présenté. Il hocha lentement la tête. Je ne sais pas comment réparer ça. Une étape à la fois. Julien arrive demain. Le procureur te demandera si tu veux porter plainte aussi. Ce choix t'appartient. Thomas resta silencieux, mâchoire serrée, puis leva les yeux. Dis-moi ce qu'on fait ensuite, papa. Dis-moi comment on riposte. Ce mot comptait. On. Mon fils était rentré. Thomas déménagea ce soir-là. Mais au mardi matin, nous découvrîmes quelque chose d'imprévu. Le monde de Camille s'effondrait et tout l'Internet regardait. Laurent nous trouva au petit déjeuner. Vous devez voir ça. Le clip du live avait été reposté partout. 200 000 vues en une nuit. Les commentaires impitoyables. Elle s'est fait notifier en direct. Attendez, bigamie? Quelqu'un l'avait titré « Une influenceuse fitness reçoit une leçon de réalité ». À 3 heures, Camille avait tenté de limiter les dégâts. C'est de la maltraitance envers personnes âgées. Personne n'y croyait. Le commentaire le plus liké. Tu as dit « Comment m'a-t-il trouvé ?» sur ton propre live. C'est de la culpabilité. Thomas fixait l'écran. C'est partout. Bien, que les gens voient de la vérité. À 10 heures, Julien Arnaud entra. Début quarantaine, épuisé. Quand il vit Thomas, il s'arrêta. « Tu dois être Thomas. Je suis désolé. » Thomas le serra brièvement dans ses bras. « Merci d'être venu. Merci de l'avoir arrêté. Je la cherche depuis 2 ans. Quand le commandant Rousseau a appelé, je n'y croyais presque pas. Elle nous a trouvés. Nous avons juste refusé de rester des victimes. À 11 heures, l'inspectrice Clara Dumont arriva. Précise, efficace. Elle prit nos déclarations. Avec les images du live, plusieurs victimes et documents falsifiés, je peux obtenir un mandat aujourd'hui. Oui, dit Thomas immédiatement. Tout. L'après-midi passa en paperasse. À 14 heures, le téléphone de Thomas vibra. Son visage perdit toute couleur. Un ami vient de passer devant la maison. Il y a un camion de déménagement. Elle charge des cartons. Je montrai le message à Dumont. Elle fuit. Dumont appelait déjà. Unité à l'adresse, suspecte, mandat actif, interpellé. À 16h37, Dumont revint avec un sourire retenu. Nous l'avons arrêtée dans une station-service près de l'A7. Elle est en garde à vue. La pièce devint silencieuse. Thomas expira lentement. C'est fini. L'arrestation, oui, répondit Dumont. L'affaire ne fait que commencer. Elle se tourna vers nous. Vos clés ont été saisies comme preuve, mais vous pouvez les récupérer. Thomas me regarda. Je hochai la tête. Oui, nous les voulons. Dehors, dans le soleil, Thomas posa une main sur mon épaule. Papa, je ne suis pas prêt à retourner à la maison tout de suite. C'est bon, nous irons quand tu seras prêt. Il sourit, petit, fatigué, réel. Ensemble. Moi aussi. Nous nous rendîmes au commissariat en silence. Les mains de Thomas étaient recroisées sur ses genoux, les jointures blanches.
Je gardais les yeux sur la route. Le soleil bas du désert marseillais peignant l'asphalte en orange. Aucun de nous n'avait grand-chose à dire. Pas encore. Au commissariat, l'inspectrice Dumont tendit les clés à Thomas. Elles avaient été enregistrées comme preuve, étiquetées et photographiées. Thomas signa le formulaire de restitution sans le lire, sa signature tremblante. Quand il recula vers mon camion, il tourna le trousseau de clés dans sa paume, comme s'il ne les avait jamais vues auparavant. Peut-être que d'une certaine manière, il ne les avait jamais vraiment vues. La maison semblait différente quand je déverrouillai la porte ce mardi soir. Plus vide, mais plus vrai. La ring light avait disparu de la fenêtre du salon. L'air ne sentait plus son parfum. Il sentait la poussière et le silence. Thomas se tenait dans l'embrasure, fixant le fauteuil en cuir marron où j'avais l'habitude de m'asseoir avant que Camille éteigne la télé et me dise de partir. Il avala difficilement. « J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là, » murmura-t-il. « J'aurais dû me lever. »« Tu te lèves maintenant, » dis-je doucement. « C'est ce qui compte. » Nous commençâmes à nettoyer. Thomas balaya le parquet. J'essuyais les comptoirs, jetais des chèques protéinés à moitié vides et du courrier non ouvert adressé à Camille Moreau, un nom qui n'avait jamais légalement existé. Elle avait construit toute une identité sur des papiers qui ne signifiaient rien. Dans le placard du couloir, Thomas trouva un carton étiqueté « Mariage 2018 ». Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des photos encadrées. Thomas en costume de location, Camille en robe blanche, souriant à la mairie. Mais sous les cadres, Thomas sortit une pile d'emails imprimés. Correspondance entre Camille et un photographe à Bordeaux daté de 2015, discutant de réimpression d'albums de mariage. Les mains de Thomas tremblèrent. « Elle a utilisé les mêmes photos, » dit-il, la voix creuse. « Elle a juste photoshopé mon visage sur celui de quelqu'un d'autre ?» Il s'effondra sur le canapé, l'album sur les genoux. Ses épaules tremblèrent, pas de colère, juste de chagrin. Chagrin pour le mensonge qu'il avait cru, chagrin pour l'homme qu'il était devenu en le défendant. Je m'assis à côté de lui. « Thomas, tu n'es pas le méchant ici. Tu es une victime aussi. » Il leva les yeux rouges. « Je l'ai laissé te traiter comme ça. »« Tu avais peur, » dis-je. « Peur de la perdre, peur d'être seul. Mais la peur n'est pas une faiblesse, mon fils. C'est juste du brouillard. » Et le brouillard se lève. Mon téléphone vibra. Commandant Rousseau. « Pierre, j'ai eu 4 appels aujourd'hui d'autres anciens combattants. Même schéma. Belle-fille ou gendre. Acte frauduleux, bigamie dans 2 cas. Ils veulent savoir ce que vous avez fait. Ils veulent de l'aide. » Je montrai le message à Thomas. Il le lut 2 fois, puis me regarda. « Papa, on ne peut pas laisser ça arriver à d'autres personnes. »« Non, » acquiesçai-je. « On ne peut pas. » Thomas posa le faux album sur la table basse, se levant lentement. Pour la première fois depuis des jours, sa mâchoire était serrée non pas de colère, mais de détermination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pensais à Laurent à la maison, à Julien Arnaud qui avait pris l'avion pour aider un étranger, au commandant Rousseau qui avait travaillé bénévolement sur un dossier parce que c'était la bonne chose à faire. Je pensais à ma femme Marianne qui disait toujours « La force n'est pas ce que tu retiens, Pierre, c'est ce que tu donnes. » On les aide, dis-je. On leur enseigne ce qu'on a appris. Documents, preuves, limites. Comment dire non avant qu'il ne soit trop tard? Thomas hocha lentement la tête. Quand commence-t-on? Je le regardais, mon fils, qui était sorti du brouillard et revenu à la lumière. Qui avait choisi son père plutôt qu'un mensonge? Qui était prêt à transformer sa douleur en but? Bientôt, dis-je. Très bientôt. 3 mois passèrent. Camille plaida coupable pour fraude et bigamie. 18 mois de prison. Restitution aux 3 victimes. Julien récupéra finalement son argent. Thomas finalisa l'annulation. Le chapitre juridique se referma, mais pour mon fils et moi, un nouveau venait juste de commencer. Un samedi de fin de printemps, je me tenais devant 20 anciens combattants et leurs familles au centre communautaire des anciens combattants de Marseille. Thomas installait le projecteur derrière moi, et pour la première fois depuis des années, je sentais que nous étions exactement là où nous devions être. Laurent s'avança au micro. « Bienvenue à protéger ce qui vous appartient. Un atelier de prévention contre la fraude aux aînés dirigé par Pierre Moreau et son fils Thomas.
Je cliquais sur la première diapositive. Signe d'alerte de fraude sur acte de donation. Je gardais ma voix ferme, comme je briefais autrefois mon équipe dans la marine. J'ai laissé quelqu'un entrer chez moi. J'ai fait confiance au jugement de mon fils. Et lentement, tranquillement, j'ai perdu le contrôle de mon propre espace jusqu'à ce qu'un soir, elle me dise d'aller dans ma chambre. Dans ma propre maison. La salle murmura. Des têtes hochèrent. Ils comprenaient. Deux autres hommes se levèrent. Michel, 68 ans, et François, 71 ans. Julien les avait mis en contact avec nous. Même femme, dit Michel doucement. Même schéma. Elle ciblait les anciens combattants parce qu'on est formé à respecter la chaîne de commandement. Et elle s'est placée à l'intérieur de la famille. Je cliquais sur la diapositive suivante. Fausse signature, bigamie, abus financiers. Voici ce que j'ai appris. Le silence n'est pas une faiblesse. Dans la marine, on est formé au silence tactique. Mais il y a une différence entre le calme stratégique et accepter le manque de respect. Je suis resté silencieux trop longtemps. Et le silence face à l'abus devient une permission. L'atelier couvrait des étapes pratiques. Comment vérifier les registres fonciers en ligne? Ce qu'est un acte de donation et pourquoi ne jamais en signer un sous pression? Comment vérifier le statut matrimonial de quelqu'un avec les registres publics? Signaux d'alarme comme l'isolement et les documents juridiques précipités. Quand contacter le SJA, la police ou les services de protection des adultes? Puis Thomas prit le micro. Sa voix ne tremblait pas. Je me tiens ici en tant que fils qui a échoué. Quand cette femme a dit à mon père d'aller dans sa chambre, j'ai regardé mon téléphone. Je n'ai rien dit. Il marqua une pause, mâchoire serrée. J'ai été victime aussi, émotionnellement, financièrement. Elle m'a isolé de mes amis, contrôlé l'argent, m'a fait douter de la réalité. Je ne l'ai pas vue jusqu'à ce que mon père me montre des preuves que je ne pouvais nier. La voix de Thomas se renforça. J'ai appris quelque chose. L'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'habilitation. Mon père m'a donné un toit, m'a donné de l'espace. Mais quand j'ai laissé quelqu'un le manquer de respect, j'ai franchi la ligne entre gratitude et exploitation. Et j'ai failli le perdre. Un message vidéo enregistré du commandant Rousseau passa à l'écran. Chaque ancien combattant qui se manifeste nous aide à construire des dossiers et à protéger les autres. Vous n'êtes pas seul. Après la séance de questions-réponses, des anciens combattants nous approchèrent. Un homme âgé, les larmes aux yeux, serra ma main. Le petit ami de ma fille me presse d'ajouter son nom sur l'acte de ma maison. Je ne savais pas comment dire non. Maintenant, je sais. En fin d'après-midi, Thomas et moi rentrâmes ensemble, épuisés mais satisfaits. À la maison, Thomas avait officiellement réemménagé, dans des conditions saines, avec des limites claires. Nous grillâmes des burgers ensemble sur la terrasse arrière. Simple, tranquille. À 18h30, je marchais dans le salon et m'assis dans mon fauteuil en cuir marron. Thomas apparut avec 2 bières. Ça te dérange si je me joins à toi pour le journal? J'aimerais bien, dis-je. Il tendit la télécommande. Ta maison, ta télécommande, papa? Assieds-toi, mon fils. On regardera ensemble. Il s'assit sur le canapé. Le journal de France 2 démarra. Pas de ring light, pas de caméra. Juste un père et son fils. Thomas jeta un coup d'œil. Papa, merci de ne pas avoir abandonné. Tu es mon fils? Dis-je doucement. Je n'abandonnerai jamais, mais je ne laisserai jamais personne, même toi, oublier ma valeur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour avec des limites. J'apprends encore, dit Thomas, mais je suis reconnaissant que tu m'enseignes. La télécommande reposait sur la table basse entre nous. Aucun de nous ne tendit la main pendant la publicité. Nous n'avions plus besoin de nous battre pour le contrôle. Nous avions tous deux appris la même leçon. Le respect ne se demande pas. Il se démontre. Et dans ma maison, sous mon toit, selon mes conditions, le respect n'était plus une option. C'était la fondation. Je regardais mon fils. Il regardait le journal, présent, concentré. L'homme que j'avais élevé était revenu. Et cette fois, il savait qui il était. L'écran scintilla. La voix du présentateur remplit la pièce. Et pour la première fois en 4 ans, ma maison ressemblait à un foyer.